Madame, Messieurs, vous l'avez certainement compris, c'est un nouvel épisode, un nouveau numéro d'entretien exclusif. C'est avec un réel plaisir et vous pouvez le constater, c'est avec le sourire aux lèvres que j'affectionne particulièrement les invités de ce numéro. Cet entretien est exclusivement exclusif et face à moi, deux jeunes Congolais qui sont des exemples types que la jeunesse congolaise, elle est encore prête à étonner, prête à pousser loin les limites. Et face à moi, Elie Badibanga, à qui je dis bienvenue sur Univers Télévision. Merci beaucoup, enchanté. Enchanté, le plaisir est partagé. À côté, il s'agit de Sania Véchel. J'ai bien prononcé, j'espère. Oui, c'était J'ai pris du temps, j'ai repris plusieurs fois pour pouvoir bien écrire le nom pour ne pas massacrer. Bienvenue à toi aussi. Merci beaucoup. Voilà, je ne dirais pas que c'est la première fois pour vous d'être face aux caméras. Non, pas du tout. Habitué. On commence à avoir l'habitude. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait surtout à toi, Elie, d'être si jeune, confronté ou être sous le feu des projecteurs? Alors, je considère ça comme une chance, ou plutôt comme une grâce de la part de mon Seigneur, parce que j'ai toujours voulu aider les gens. Et si je peux servir de ce rôle de modèle, en quelque sorte, si je peux essayer de motiver, et si je peux le faire à travers une caméra, alors je trouve vraiment que c'est une chance et je le prends vraiment super bien. Moi, je commence directement par la question comme ça parce que je me suis dit dans la tête que certainement mes invités, je n'aurais pas à les présenter face à mes téléspectateurs, mais d'une certaine manière, pour ceux qui nous suivent, c'est peut-être la première fois. Je ne m'aimerais pas présenter Elie Badibanga, je lui laisse la libre expression. Qui est exactement Elie Badibanga? Alors, merci beaucoup. Pour me présenter, je dirais que, comme vous l'avez dit, je m'appelle Elie Badibanga. J'ai 18 ans. J'ai vécu la majeure partie de ma vie en Belgique. Cependant, j'ai toujours voulu venir ici et je viens toujours ici pour toutes mes vacances, ici à Kinshasa, dans mon pays. Je suis congolais de père et de mère. Mon père, Sani Badibanga, ma maman, Joëlie Badibanga. La précision, vous l'avez prise ici au pays ou vous êtes habitué à dire toujours congolais de père et de mère? Disons que je l'ai apprise ici. Mais en tout cas, c'est une habitude que j'ai prise et qui me sied énormément. En tout cas, oui, je suis congolais et c'est une fierté pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Je peux présenter mes ouvrages. C'est un plaisir que j'ai eu des écrire. J'ai écrit le premier Perdu forêt noire lorsque j'avais 13 ans. Il a été publié quand j'en ai eu 14. Et le deuxième ici, Perdu le royaume des cieux. Je l'ai écrit quand j'avais 17 ans. Il a été publié cette année, donc quand j'ai fêté mes 18 ans. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Un jeune auteur. Je voulais qu'on puisse mettre l'accent là-dessus. Parce que les ouvrages qui sont sur la table qui vous est présentée, Madame, Messieurs, il s'agit bien de Perdu forêt noire et puis Perdu les royaumes des cieux. Il s'agit là de deux tomes, une même histoire, mais qui est racontée d'une certaine manière un avant et un après. Exactement. Écrite par vous, un jeune auteur. Je reviens. Je vais à Sania. Je vous ai dit, cet entretien est très exclusif. Je viens à Sania qui, elle, n'est pas encore auteure. Non. Mais on espère qu'elle va le devenir un jour. Elle est encore, je dirais, lycéenne, c'est ça? Oui, c'est ça. Quinoise. Oui. Elle se présente aussi. Alors, bonjour chers tous. Je m'appelle Sania Véchel. J'ai 17 ans, présidente du lycée Sacré-Cœur. Présidente des élèves? Oui, présidente des élèves du lycée Sacré-Cœur. Récemment surnommée l'île Mayele par les internautes. Merci beaucoup. Je vous avais dit que je n'aurais pas à les présenter. Oui, ça me touche. C'est une grâce. Et encore une fois aujourd'hui, j'ai été invitée sur ce plateau. Franchement, vous me faites l'honneur d'être ici. Je suis fière de moi-même, mes parents sont fiers de moi, mes frères et sœurs congolais sont fiers de moi aussi. Et je suis contente de représenter la jeunesse, de montrer qu'il y a encore de l'espoir. Parce que je ne suis pas la seule, forcément je ne suis pas la plus intelligente. Il y en a encore beaucoup, mais qui se cachent, qui ont peur de sortir. Et j'espère qu'avec mes interventions, ils prendront courage. Ils vont se libérer. Oui, que Dieu leur donnera la force comme il l'a fait avec moi pour qu'eux aussi puissent s'exprimer. Je disais, hein, je vais revenir, je ne vais pas laisser passer ça comme ça. L'île Mayele. Alors, on va dire l'île Mayele est venue comme ça, c'est sorti, c'est parti dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a le privilège de la recevoir sur un entretien exclusif. Comment c'est parti d'abord l'idée de cette interview? Comment ça a commencé? Qui vous a invité? Je salue d'ailleurs notre consoeur sur Bossolo Télévision. Voilà, un clin d'œil à elle. Comment c'est venu? Elle vous a invité? Comment c'est parti pour que vous puissiez vous retrouver sur ce plateau télé et faire une aussi belle intervention? C'était très simple. Ça a commencé à l'école. D'ailleurs, je vais sauter les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés. Mais comme je l'avais dit d'ailleurs sur Service Traiteur le jour où j'ai fait mon intervention, j'avais organisé ce qu'on appelle la Women Week. Je pense qu'on aura pu à présenter le projet. C'était des séries de panels qui visaient à montrer aux jeunes filles
que le 8 mars, ce n'est pas juste égal au pagne, à le port faire de la pagne, fête, exactement. etc. Mais ça va beaucoup plus loin. En tant que femme, on a des valeurs, on devrait avoir des principes, on peut beaucoup accomplir. Et c'est vraiment ça que je voulais. Que ces jeunes dames, que ces figures proues de la société congolaise, surtout en tant que femmes, puissent impacter, d'où le thème Femmes d'impact, et puissent inspirer ces jeunes filles. À travers leurs histoires, bien évidemment. Justement. Et c'est comme ça que, grâce à la structure armée, j'ai pu rencontrer Madame Audrey Bozéné, qui a beaucoup aimé le concept et qui m'a invitée en retour. Et voilà comment j'ai atterri sur l'émission. Et c'est comme ça que mon histoire a commencé. Le buzz est né. Oui, c'est comme ça que le buzz est né. C'est vrai, c'est un petit peu compliqué, mais si on s'y habitue. Beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de personnes qui me soutiennent, que je tiens d'ailleurs à remercier. Je prie pour eux chaque soir. Je les mets dans très mes bien prières. ça. L'île Maëlle est aussi l'île, je dirais, spiritus. Oui, l'île spiritus. Alors, en famille, comment ça se passe? Parce que du jour au lendemain, surtout si je pense que tu es une fille timide en famille, on en parle? Non, j'ai jamais été timide. Enfin, en grandissant. C'est vrai que plus petite, j'étais quand même un petit peu timide. Ensuite, j'ai atterri au lycée. Et ça a tout changé? Ça a tout changé. Ma vie a complètement changé. J'étais de moins en moins timide. Et mes parents aussi m'ont beaucoup exposé, comme je l'ai dit, au public, ce qui m'a permis de perfectionner un peu mon langage. Et de prendre confiance en toi. Oui, de prendre confiance en moi. La confiance en soi, c'est vraiment l'élément moteur de tout ça. Alors, comment on a vécu ça en famille lorsqu'on a vu Sania, du jour au lendemain, atterrir sur les réseaux sociaux avec autant de commentaires positifs, avec autant de force? Comment ça s'est passé en famille? Est-ce qu'on te charrie un peu avec ce l'île Maëlle est par-ci, l'île Maëlle est par-là? Ça a changé la façon de voir à la maison? Non, pas du tout. Je suis toujours éduquée de la manière congolaise. Tu fais la vaisselle à la maison? Bien sûr, c'est moi qui fais tout d'ailleurs. Je prépare parce que ma grand-mère, elle a étudié en hôtellerie. Elle a son propre service. Exactement. Oui, j'aide de temps en temps d'ailleurs. Oui. Et c'est moi qui fais tout. J'ai été éduquée comme une Congolaise, que je suis d'ailleurs. Je fais la vaisselle, je nettoie, je prépare le foufou, le pondou, tout ça. Oh là là! Oui, ça n'a pas changé grand-chose. Mes parents étaient simplement fiers de moi. J'étais très contente. Surtout qu'ils m'ont toujours soutenue. Principalement ma grand-mère qui m'a toujours accompagnée partout où j'allais, que ce soit pour des activités à l'école ou ailleurs, qui a toujours été là pour moi, que je remercie. Franchement, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné une telle grand-mère qui me soutient toujours. Alors, non, à la maison, ça n'a pas changé grand-chose. Ma grand-mère est fière. Elle me soutient quand je sens quand elle sent que je commence à stresser un petit peu, parce que pour moi, tout ça, c'est nouveau. Cette popularité, parfois, ça me stresse. La gestion est un peu compliquée, c'est normal. Elle me soutient beaucoup. Un gros bisou. Un clin d'œil à mamie, hein. Mamie est toujours là comme un ange Gabriel, et je dirais que du côté de Ellie, lorsque tu vois en face de toi Sania Véchel, qui est l'exemple de ce qui marche, comment je dirais, le système éducatif congolais qui marche, toi qui as fait tes études en dehors de notre pays, est-ce que tu penses que ce système-là est à la hauteur de ce qui est présenté à l'étranger? Je pense que bien évidemment, le système congolais est à la hauteur. Je pense qu'au contraire, on sous-estime fortement les Congolais. Je ne dirais pas forcément que c'est le système congolais qui est à la hauteur, parce que je pense qu'il devrait encore plus encourager ses élèves et ses enfants. Je dirais que c'est la jeunesse congolaise, mes frères et sœurs congolais qui sont à la hauteur. Ils ont des rêves plein la tête, des ambitions plein la tête, tout comme Sania nous l'a prouvé dès le début d'émission, très impressionnante d'ailleurs. Merci. Qu'elle sait très bien s'exprimer, elle connaît ses études, elle sait comment avancer, elle voit une belle vision, elle est un bon exemple. Et je pense que, comme elle l'a très bien dit d'ailleurs, ils sont encore beaucoup dans les écoles, beaucoup de jeunes garçons comme moi, de jeunes filles comme elle, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir s'exprimer, mais qui, je n'en ai aucun doute, sont encore meilleurs que nous. Vous avez d'ailleurs, avec la promotion, je dirais comme ça, de vos ouvrages, eu à côtoyer les condisciples de Sania. Qu'est-ce que vous avez eu en termes de première impression lorsque vous avez eu à sillonner les lycées congolais, les lycées quinois surtout, lorsque vous avez approché les élèves congolais? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, l'élément qui vous a le plus tiqué? Alors, comme première impression, comme élément qui m'a le plus marqué, je dirais que l'ambition est congolaise. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Les Congolais, ça c'est sûr. Surtout les Quinois. En réalité, j'ai pris l'habitude, lorsque j'allais dans les classes, de poser la question aux élèves, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez devenir?
où est-ce que vous vous voyez plus tard? Parce que c'était important pour moi, comme je me trouvais en position de pouvoir les inspirer, de les pousser en tout cas à réaliser leurs rêves. Ceux qui ont eu le courage de me répondre avaient des rêves plein la tête. Il y a un jeune garçon qui m'a dit qu'il voulait être président de la République, un autre garçon qui m'a dit qu'il voulait être un grand joueur de football, un autre garçon qui m'a dit qu'il voulait être un très grand chanteur, et une petite écrivaine également qui m'a personnellement beaucoup touché. En tout cas, ce que je retiens énormément, c'est qu'ici au Congo, l'ambition respire de partout. Il faut simplement donner la chance, donner la manière de s'exprimer, donner les bonnes armes, en fait, pouvoir à ces bien guerriers les avant de encadrer. venir. Pouvoir bien les encadrer. Exactement. Alors, parlons de Perdu, le royaume des cieux. Moi, j'ouvre. Hein. Sania, tu veux aussi avoir un exemplaire? Oui, bien sûr. Je te prête le mien. Merci Moi, je pense beaucoup. celui-là. Tu en auras besoin parce qu'on est un peu face à Ellie. Hein. Voilà, on partage le plateau. Ellie dit à peine sortie de la forêt noire. Donc, je prends le deuxième tome. Oui. Ils étaient dans une forêt noire, mais à peine sortis, Léo, ses frères et Mia, parce qu'ils sont à 5 dans une famille, très rapidement, ils se retrouvent plongés dans un conflit colossal au royaume des nuages. Ces deux phrases, on en reste là, s'il te plaît, explique-moi. Ils sortent d'une forêt noire, ils se retrouvent dans un conflit au royaume des nuages. On est dans les astres. Alors, pour pouvoir en parler sans trop t'en dire, parce que mon objectif est quand même d'encourager le plus de personnes possible à pouvoir aller lire mes romans, et même à aller lire en général. On donne juste l'envie. Je dirais que dans mon second tome, j'ai voulu beaucoup mettre l'accent sur la religion et sur un message de tolérance religieuse. Lorsque mes chers héros se rendent au royaume des nuages, c'est un royaume où il y a de fortes guerres religieuses. Ils vont là-bas essayer d'arranger un peu les choses, essayer de régler ce qui se passe là-bas. C'est un tome qui parle vraiment de tolérance envers les uns et les autres, de foi, de pourquoi croire nous aide dans notre vie en général. Et c'est pour ça d'ailleurs que le tome s'appelle le royaume des cieux. Quand on entend royaume des cieux, on pense directement au paradis. Et c'est vraiment sur quoi j'ai voulu mettre l'emphase. Ça part quand même d'une observation que tu as pu faire, parce qu'aujourd'hui, on est moins acceptatif ou encore moins réceptif de ce que l'autre nous présente. On pense que ce que nous, on est, ou notre religion prime que l'autre. Aujourd'hui, on a plusieurs guerres en ce qui concerne les guerres religieuses, des guerres d'aspiration. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu préfères le monde d'aujourd'hui, selon toi? Alors, je dis que j'aime le monde d'aujourd'hui. C'est le monde dans lequel notre Seigneur m'a mis. C'est le monde dans lequel je peux évoluer. J'ai rencontré des personnes formidables et je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup que j'ai à rencontrer et à voir. Par contre, je pense que ce monde peut évoluer. Exactement. Je pense que, en tout cas, je suis chrétien et je pense que le Christ, lui, lorsqu'il verrait des gens se battre pour la religion, il trouverait ça insensé. Et essaierait au contraire d'apporter de la sagesse. Et c'est dans ce roman, j'ai essayé de venir. J'ai essayé d'apporter un peu de sagesse, apporter ma pierre à l'édifice, en essayant d'enlever les duels, les confrontations et d'instaurer plutôt un dialogue. J'espère en tout cas que toute personne qui lira mon roman pourra plutôt parler avec autrui plutôt que le juger. Donc revenir à l'essentiel même. Exactement. C'est à 14 ans que tu écris Perdu, forêt noire. Un jeune de 14 ans ne se lance pas dans l'écriture. On se l'avoue, un jeune lambda, il est dans les jeux vidéo, il est dans les casques, il a les rêves plein la tête. Comment c'est venu cette idée, cette envie de te lancer à écrire des romans et des romans qui captent autant l'attention? Alors, pour être parfaitement sincère avec vous, allez-y. Je me considère en tout cas comme un jeune lambda. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais fan de jeux vidéo, j'étais fan de football comme tout le monde. Et les livres, en tout cas les romans, n'étaient pas ce qui m'intéressait à première vue. Par contre, j'ai toujours aimé les fictions et les histoires. C'est vers l'âge de 10 ans que j'ai commencé à vraiment en lire, à vraiment être intéressé par ça, à me renseigner à ce sujet. Et j'ai voulu moi aussi écrire mon histoire, pouvoir partager les émotions que je ressentais en lisant avec d'autres. Alors j'ai commencé à me renseigner, à voir comment écrire. Quand j'ai commencé, forcément, j'étais très nul. J'étais très nul, c'était vraiment mauvais. J'écrivais avec beaucoup d'erreurs, on comprenait pas ma narration, où je voulais en venir, qu'est-ce que je voulais raconter. Mais j'ai appris. Et ça, c'est comme tout dans la vie. C'est aussi ce que j'ai voulu inculquer durant ma visite des écoles, que c'est en apprenant, en faisant des essais et des erreurs, et en évoluant qu'on peut finalement, même à 14 ans, réaliser un premier ouvrage, ou peut-être quelque chose d'encore plus extraordinaire. Et d'où t'est venue l'idée de mettre tes personnages dans cette scène-là? Parce que ce sont des frères dans une famille, donc c'est toute une famille qui se perd comme ça. Comment ça se passe la vie après, leurs parents, comment ça se passe? D'où t'est venue cette idée? Tu as été inspiré d'où? La question. Alors, pour moi, la famille, c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai. En
tout cas, j'aime énormément ma famille, On tous peut mes frères et sœurs. on peut sentir l'accompagnement derrière Ellie, c'est quand même un accompagnement qui ne dit pas son nom. Ah, ils sont toujours là pour moi, quoi qu'il arrive, ils sont toujours là pour m'accompagner. D'ailleurs, dans ma tournée des écoles, s'il y a quelques images qui vont circuler, on pourra voir les membres de ma famille, mes frères et sœurs, ma maman, qui sont venus m'accompagner. Donc forcément, quand j'ai voulu écrire une histoire, j'ai voulu parler de famille. J'ai voulu parler de famille et de l'état d'esprit qu'ont les membres d'une famille les uns envers l'autre. Vous savez, parfois, dans une famille, il y a des non-dits, des choses qu'on sent au fond de nous, mais qu'on a peur d'avouer. Et dans cette situation de risque et de danger, dans laquelle j'ai mis mes personnages, les non-dits vont devoir ressortir. Exactement. Et j'ai vraiment voulu montrer comment une famille, qui de base, en tout cas dans mon roman, peut parfois être montrée comme peut-être un peu dysfonctionnelle, peut tout de même se reconstruire et ne former qu'un, ensemble. Exactement. Essayer en quelque sorte de se retrouver, d'où le titre ici, Perdu. On parle de la famille, on sait très souvent que dans la famille, surtout pour gérer les enfants, chacun a son état d'esprit, chacun a son comportement. Moi, je vivais, hein, les journalistes, ils sont songi comme d'habitude. Vous savez ce que veut dire songi? Oui. Je commence par Sania, songi. C'est quelqu'un de très curieux qui aime bien se mêler de la vie des gens. Oh là là, l'explication en français, ça fait mal. Hein. C'est quelqu'un qui aime se mêler de la vie des gens. Donc moi, je me mêle de votre vie. Hein. Oui, mais moi, c'est permis. Hein. Moi, c'est permis, c'est mon travail, c'est légal. Avec plaisir, oui. Voilà. Et tu partages l'explication? En tout cas, oui, je dirais que les songi, c'est plutôt aller chercher les rumeurs, les petits détails cachés. En tout cas, il y a des bons et des mauvais songi. Exactement. Et je pense ici qu'avec les journalistes, avec vous, en tout cas, on est sur des bons. Moi, ce qui est sûr, je vais faire le bon songi. Je vais dire ceci. J'imagine la famille de Ellie, très petit. Comment fonctionnait papa? Je pose la question parce que, tu vois, un peu, comment fonctionnait papa? Comment fonctionnait maman? Pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir un jeune auteur qui pond des œuvres assez intéressantes. Alors, chez moi, j'ai toujours vécu, comme l'a très bien dit Sania, à la congolaise. Ça a toujours été très militaire. On mangeait le foufou là-bas aussi? Bien sûr. Tu sais comment on fait le foufou aussi? Toujours. Alors, c'est pas moi qui le prépare, c'est ma douce maman qui prépare et j'ai l'honneur de manger à chaque fois. Exactement. Un délice. Après, je suis pas très foufou, je suis plutôt riz madesso. C'est en tout cas ce que je préfère le plus. Madéblo, tu manges? Bien sûr. Tu sais ce que c'est le madéblo? En tout cas, je prends le riz madessou, les madessous blancs, les madessous verts. Ok. Et je rajoute du sucre exactement en bon balouba que je suis. Ah, ça c'est moi aussi. On met le sucre dessus. Ils vont pas comprendre, mais c'est pas grave. Le goût qu'il y a avec le sucre, c'est différent. C'est pas à décrire. Donc, Ellie, c'est plus le saut et le madéblo. Les madéblo, c'est un peu à la quinoise. Hein. C'est le madessou. Moi, je vous apprends des mots comme ça parce que lorsqu'on se retrouve entre nous, il faut faire un bon quinois, d'accord? Oui. Voilà. Donc, la vie de famille, elle s'est passée comment? Très jeune. Alors, ça a toujours été très militaire. C'est toujours, on écoute papa d'abord. Maman, c'est sa bras droit. En tout cas, s'il y a quelque chose qui va pas trop bien, on en parle directement aux deux adultes. Alors, mes frères et sœurs, je suis le cadet dans ma famille, je suis le petit dernier. Ils sont toujours venus me dire que j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé au moment où papa et maman ont commencé à fatiguer. Ah, c'est toujours ça. Hein. Ils avaient plus trop la même pression qu'avant. C'est les aînés qui souffrent un peu. Exactement. En tout cas, chez moi, c'est plus les aînés qui ont beaucoup souffert. Moi, j'ai plus entendu des rumeurs, donc j'avais très peur. Ah, de ce qui a été fait les années d'avant. Exactement. J'ai eu la chance de jamais repasser une année. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais à l'école, j'avais mes frères et sœurs qui me disaient « Attention, si tu ramènes une note en dessous de 12 ou 13, tu vas voir ce qui va t'arriver. » Donc j'ai toujours tout donné. J'ai toujours donné à fond à l'école. Quand, par exemple, je connaissais pas un mot, ce qui m'a aussi beaucoup approché de la lecture, papa me forçait à aller voir le mot dans le dictionnaire, à le lire et à venir lui réciter. Ça faisait très rire mes frères et sœurs. Moi, ça me faisait un peu moins rire. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant parce que je me rends compte que c'est aussi grâce à ça, grâce à cette éducation, vraiment cette valeur de l'effort et du travail qui était toujours mise en avant et qui l'est toujours autant aujourd'hui, que j'ai pu réaliser mes romans. On parle de la famille, on va rester avec toi, Ellie. Hein. Sania, tu peux poser de questions. Hein. Je t'ai dit, on partage le plateau. Donc, dès que j'ai une question, je vais la poser. Restons dans la famille. Très souvent, plusieurs Congolais qui nous disent que souvent, on est victime du poids du nom que l'on porte. Ellie Badibanga, certainement, plusieurs ont déjà fait allusion à Samy Badibanga. Le nom en soi est porteur d'une grande histoire et de beaucoup de prestige. Alors, le fils cadet de Samy Badibanga, qui est un personnage assez historique de ce pays, comment il vit le poids de ce nom? Alors, disons que je vois pas le nom comme un fardeau, mais plutôt comme un défi. Comme un défi et aussi comme une chance. C'est-à-dire que quand j'entends autour de moi les exploits qu'a réalisé mon père ou mes autres frères et sœurs, par exemple, mon grand frère Benny Badibanga, il est joueur de foot. Exactement. Il a eu une très belle carrière, il a joué dans beaucoup de pays, il a rencontré
quelques coupes. Quand j'entends ça, en fait, j'ai l'impression d'avoir le vent en poupe. Je me dis que c'est mon moment, que moi aussi je dois marquer mon nom quelque part, que moi aussi je dois jeter ma pierre à l'édifice. En tout cas, quand j'entends tout ça, je me dis que certes, il y a un prestige, mais il y a aussi un défi. J'ai vraiment envie de dépasser, j'ai envie d'aller plus loin qu'ont pu aller mes aînés. Je pense que c'est le but, en tout cas quand on est parent, on a envie de voir ses enfants nous dépasser. Et c'est ce à quoi m'encourage la plupart du temps mon père. Alors, tu as plus vécu en Belgique, à l'extérieur de notre pays, et très souvent, le contact que tu as eu, j'imagine, avec notre pays, c'est souvent sur les réseaux sociaux ou la famille que vous avez eu à côtoyer là-bas en Belgique. Le retour que tu as eu sur les réseaux sociaux, le reflet que tu as eu de la RDC, est-ce que c'était un reflet positif selon toi ou carrément lorsque tu viens sur place, tu te rends compte que ce qui est projeté, c'est carrément des rumeurs ou un faux véhicule de ce qui est réellement? Alors, en tout cas, comme la majorité du temps, comme vous l'avez dit, je me trouve dans un pays blanc, j'entends ce que les Blancs vont penser du Congo. Et comme depuis tout petit, j'ai eu l'habitude de venir au Congo pour presque toutes mes vacances, depuis tout petit, je sais que c'est totalement faux. Qu'on pense que dans ce pays, il n'y a rien de bon à récupérer, que c'est juste un pays victime. J'entends souvent ça autour de moi, c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Je suis d'ailleurs rentré en conflit avec certains de mes professeurs quand j'entendais des choses comme ça. Le Congo n'est pas un pays victime. Évidemment, on est victime de violence, évidemment, on est victime de persécution, on est victime de vol aussi, c'est très important d'en parler. Mais les Congolais ne sont pas des victimes. Les Congolais sont des guerriers qu'on a trop souvent voulu retenir. Et quand je viens ici au Congo... Ça, c'est un auteur qui parle, un guerrier qu'on a voulu trop souvent retenir. Exactement. Et quand je viens ici au Congo, je vois que tout le monde partage, en tout cas la majeure partie des gens, partagent ma manière de penser. Je vois qu'il y a des infrastructures aussi. On en parle peu, mais il y a des choses en construction, des choses qu'on veut construire. Il y a des gens comme Sania, des gens comme vous, des gens comme moi, qui ont foi en l'avenir, qui ont envie de développer des choses. C'est pas un pays perdu. On entend trop souvent ça et c'est faux. Présidente des élèves. Oui. Présidente des élèves du lycée Sacré-Cœur. Oui. L'envie de devenir présidente, tu quittes le lit un matin, tu vas à l'école, tu dis voilà, je deviens votre présidente. Comment c'est venu? Non, comme je l'ai expliqué la dernière fois, c'était en voyant une élève, c'était l'élève Ecofo à l'époque, je tiens encore à le rappeler, qui s'est présentée. Il faut savoir, seules les lycéennes peuvent savoir ça, c'est qu'à l'époque, la sœur, elle avait banni cette histoire. Parce qu'il y a eu des troubles. Alors elle la sœur responsable de l'histoire. Oui, la sœur responsable. Il y a eu des troubles et elle a été un petit peu forcée de bannir ça pour quelques années. Et celle-là, elle était déterminée. Elle voulait être présidente, elle voulait vraiment le faire, diriger. Et elle a confronté la sœur, et elle a fini par gagner. Le système est revenu. Et en voyant ça, moi, j'étais émerveillée, j'étais très inspirée. Il faut quand même avoir du courage. Pour ceux qui ont étudié ou qui étudient encore dans des écoles catholiques, on sait que parler à des bonnes sœurs, c'est compliqué. Oui, je suis du lycée Botémapiko, je sais que des meilleurs étaient jamais manipulables. Oui. Et arriver jusqu'au point de réussir le combat qu'elle avait entamé, il faut quand même avoir beaucoup de courage, beaucoup de force. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je veux être comme ça. Je veux être leader. Je ne veux avoir peur de rien. Dieu m'accompagne. Et maintenant, c'est à moi un petit peu de trouver cette force ou de puiser cette force. Les années sont passées. Je suis arrivée en 3e, 5e année, pour ceux qui hésitent encore. Et j'ai recommencé à hésiter. J'ai eu peur. Le lycée, c'est pas une petite école. Le lycée, c'est une très grande école. Et je serais obligée de souvent côtoyer les sœurs. Et en apparence, elles ont l'air dures, même si elles sont très douces. Juste en apparence, elles ont l'air dures. Et j'ai trouvé ce courage-là. J'ai pas été élue, j'ai été votée. Et ensuite, je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. J'ai organisé pas mal d'activités et encore une fois, j'ai rendu mes parents fiers. Comment se sont passées les élections? On en parle parce qu'après le vote, ça passe toujours par les élections. Bien sûr. Il y a eu des petits tips qui ont été lancés comme ça et tout ça. Il y avait un slogan que tu avais à l'époque? Oui, à l'époque, c'était choisissez la différence et optez pour le changement. Parce que moi, j'ai toujours été pour le changement. Je me dis qu'on ne devrait pas toujours rester traditionnel. Statique, oui. Il est temps de changer, d'avancer, mais de la bonne manière. Chercher une bonne modernisation, si je peux le dire comme ça. Chercher à évoluer, mais d'une bonne manière. Et c'est ce que moi, je voulais concrètement. C'est ce que moi, je voulais. Et ça a commencé petit. On a fait des vidéos. Mes amis, enfin, je veux dire mes sœurs qui m'ont beaucoup aidée lors des propagandes.
Et ensuite, normalement, on devait faire un discours, pendant le rassemblement. Mais cela n'a pas été possible. Du coup, on était obligé de passer de classe en classe, parler aux élèves, et c'est ce qu'on a fait. Je leur ai parlé, je leur ai dit sincèrement, voilà mes projets, voilà ce que je veux. Faites-moi confiance et vous l'aurez. Ça dépend de vous, je ne vous oblige pas. Choisissez-moi, pas parce que vous me voyez intelligente. Choisissez-moi parce que vous pensez que je suis capable de vous apporter le changement dont vous rêvez, le changement dont vous avez besoin. Et j'ai été votée. J'ai gagné avec 98,8. Ouais, je savais que tu allais revenir sur le chiffre, le nombre. Encore, j'en suis très fière quand même. On peut le sentir. Alors, on en parle, tu parles du changement. Oui. Au lycée, quel est le changement concret que tu as apporté à tes condisciples? Oui, alors j'ai organisé, comme je l'ai dit, la Women Week. C'était vraiment, je pense que c'est le plus grand changement qu'on ait eu. Pour une fois qu'on a organisé une activité pour le mois de mars. Mais ensuite, c'était, on va dire, des panels qui ont vraiment touché les élèves. On en a eu beaucoup des conférences. Moi, j'en ai eu beaucoup. D'autres qui ne nous ont pas forcément plu. Toujours sur le leadership. Et au bout d'un moment, on en avait un peu marre. Et j'ai su créer quelque chose qui a plu aux autorités ainsi qu'aux élèves. Très, très grand progrès déjà. Côté assainissement aussi, on y travaille. Mais on remarque qu'il y a de moins en moins de déchets. Les filles commencent à un petit peu prendre en mentalité. Les choses ont changé, ont évolué. Il y a tellement à évoquer, mais je vais éviter, sinon on va prendre toute la journée. Alors, très souvent, on est jeunes, hein, tous, hein, parce que moi, je me mets aussi dans le panier. Hein, je suis jeune, oui. La jeunesse, on le sait, c'est de 17 à 77 ans, si je ne me trompe pas. Et les réseaux sociaux, on fréquente beaucoup. On use beaucoup des réseaux sociaux. D'ailleurs, je peux le voir, vous étiez venus, vous étiez avec vos smartphones, on ne le lâche pas. Mais très souvent sur les réseaux sociaux, l'image que l'on a de la jeunesse, qu'elle soit congolaise ou africaine ou la jeunesse d'ailleurs, c'est plus la musique, c'est plus la danse, c'est pas plus cultivé, c'est pas plus culturel. C'est plus les antivaleurs ou la blague qui est mise au devant. La preuve, l'île Mayele, à un moment donné, ça soulève, mais après, ça a voulu partir dans tous les sens. Toi, en tant que jeune fille congolaise, que penses-tu de l'apport qu'ont eu les réseaux sociaux sur l'avenir de la jeunesse ? Ou encore sur l'éducation, sur le cursus scolaire des jeunes? Oui. Alors, comme toujours, je pense que l'Africain a voulu copier les Occidentaux. Avec la venue de TikTok, ça n'a pas arrangé les choses. Bien sûr, je pense qu'on devrait encourager ceux qui aiment le chant, la danse, ça fait partie de la vie. Par contre, pas dans les bêtises. C'est bien, vous aimez danser, mais cultivez-vous aussi. Lire, c'est très important. Très, très important. Moi, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de mots grâce aux livres que j'ai lus, principalement des romans, des histoires. Je suis très fan de romans policiers. Tu vas repartir avec le livre de Ellie. Hein. Avec plaisir. J'ai déjà commencé le premier, Forêt Noire. J'ai beaucoup aimé, mais je vais éviter de vous spoiler quand même. Découvrez-le. Oui, je pense, comme je le disais, on devrait encourager ces personnes-là parce que ça fait partie de l'art, de la culture. C'est notre tradition. C'est comme ça qu'on se reconnaît. D'ailleurs, chaque tribu a sa danse, a ses chansons, a sa langue. Ça fait partie de l'identité culturelle. Oui, ça fait partie de nous en tant qu'Africains. Au moins une chose qu'on n'a pas copiée chez les Occidentaux. Par contre, on devrait faire très attention de comment on consomme ces réseaux. Moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout sur les réseaux. Par contre, j'ai eu à avoir TikTok quand c'était encore à son prime, on va dire, quand ça venait de sortir comme tout le monde. Je l'avais expliqué, je l'ai eu. Mais finalement, j'ai fini par m'en séparer parce que je me suis rendu compte que ça devenait de plus en plus addictif. C'est la manière, en fait, quand on a des réseaux, on doit chercher bien sûr à en apprendre plus. Toujours. On ne devrait pas se limiter à « Oh, la nouvelle trend à la mode, et si je la faisais ?» C'est bien tout ça, mais pourquoi forcément partager tout ce qu'on fait? On peut le garder pour nous. Pour une fois, ça va déranger personne. Je veux dire, personne n'a besoin de savoir qu'on a visité Dubaï. Moi, je suis allée dans un resto. Je pense quand même, c'est pour mon propre plaisir. C'est pour mon propre plaisir. Je me filme, c'est pour moi. Et comme je disais, c'est la manière dont on consomme ces réseaux. Quand on est sur les réseaux, le réseau en soi n'est pas, on va dire, comment je peux dire ça, n'a pas une influence négative.
si, ça a quand même une influence négative, mais voilà, le réseau n'est pas responsable de ceux qui se trouvent dedans. TikTok du contenu. Oui, TikTok n'est pas responsable de tous les contenus. Nous sommes responsables de ce que nous regardons. Si je regarde aujourd'hui des danseuses danser sur TikTok, des influenceuses, c'est moi que ça concerne, c'est pas TikTok. TikTok ne fait que me proposer ce que j'aime. Je pense qu'on devrait ne pas seulement se limiter à tout ce qui est trend, chant, danse. On devrait aller plus loin, essayer d'apprendre. On a des professeurs aujourd'hui sur TikTok qui peuvent nous apprendre des langues. On a des personnes qui peuvent... D'ailleurs, il y a des vidéos sur la culture générale, etc. Moi, comme je l'ai dit, j'ai appris à me coiffer en regardant des vidéos. Alors, je pense qu'on peut utiliser les réseaux d'une bonne manière. Comme je l'ai dit, nous sommes responsables de ce que nous visionnons. Ce n'est pas TikTok qui est responsable, ce n'est pas TikTok qui nous a poussés à suivre ces danses-là, ce n'est pas TikTok qui nous a poussés à regarder ces contenus-là. Nous, on les a aimés et TikTok n'a fait que continuer de nous proposer, mais on peut changer ça. Exactement. Donc, ce sont, d'une certaine manière, ces réseaux sociaux sont des plateformes sur lesquelles on peut, d'ailleurs, comme Elie est un auteur, un jeune auteur, il peut d'ailleurs utiliser ces réseaux-là pour faire une large diffusion de ses œuvres. Est-ce que Elie est sur TikTok, Instagram ou encore Alors, j'ai ça, je pose cette question pour les petites qui suivent Elie à la télé. Ils veulent savoir si on peut retrouver Elie sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais. Même si maman, elle en fait fi comme si elle n'était pas là, elle n'avait pas le temps. Alors, j'ai un problème. Le problème est que j'ai des réseaux sociaux, en effet, mais je ne partage rien dessus parce que j'ai jamais été très attiré, justement, comme ça vient l'expliquer, par cette culture-là, cette culture de partager toute sa vie. Je me suis toujours dit que ma vie était quand même assez privée. Mais c'est aussi quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, dans le sens où, pour participer à la publicité de mon livre, il est vrai que je devrais peut-être prendre l'habitude de me mettre un peu plus en avant. Tout dépend du contenu. Exactement. Voilà. Donc je pense que en tout cas pour le moment, j'ai les réseaux sociaux, mais je les utilise pas vraiment. Mais je pense que c'est quelque chose qui va changer. Nous sommes quand même à l'ère du numérique. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va changer dans les jours, dans les semaines qui suivent. Non pas pour faire du contenu abrutissant, mais au contraire enrichissant. Pour pouvoir enrichir la jeunesse, comme c'est le but d'aujourd'hui, c'est le but des émissions qu'on fait. En tout cas, c'est le but que mes réseaux sociaux vont essayer de servir du mieux possible. Tu as sillonné les écoles, les lycées et les collèges de la capitale congolaise à qui tu as offert ces romans, ces ouvrages. C'est un peu ce qu'on reproche à notre pays, à notre capitale, le manque de ce contact-là direct avec les œuvres. Parce qu'on a plusieurs enfants qui aimeraient aussi passer du temps dans la lecture, mais très souvent les familles et les parents, on a du mal à emmener nos enfants à fréquenter les bibliothèques parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures liées à cette cause-là, à cette mission-là. Qu'est-ce que toi, tu aimerais dire à ceux qui s'en occupent, aux autorités, aux personnalités et tout ça? Alors moi, en tout cas, il y a 3 éléments très importants que j'aimerais aborder. Déjà, ça c'est en dehors des 3, c'est une petite parenthèse. Il faut savoir que la tournée des romans a été organisée avec Monsieur le Président, Félix Tshisekedi. Exactement. Et que c'est en grande partie grâce à lui que j'ai pu partager mes romans avec la jeunesse congolaise. Donc c'est un appui comme ça que tu as eu du gouvernement national pour pouvoir un peu cultiver, donner un coup de pouce à la culture congolaise. Exactement, c'est un appui très important que j'ai eu, pour lequel je suis très reconnaissant. Et justement, c'est le premier point que j'aimerais aborder. J'aimerais que cet appui ne soit pas quelque chose d'exceptionnel. J'aimerais en réalité pouvoir en faire une norme, pouvoir créer ne serait-ce qu'une sorte de bourse, comme on peut en voir dans certains pays, dans certains États, qui encouragerait les jeunes élèves, les jeunes étudiants, les jeunes ayant des projets à les partager autour d'eux. Dans un futur, en tout cas, que moi je trouverais meilleur pour le Congo, c'est un futur où il y a un programme qui permet de, si on a créé une œuvre, pouvoir en parler avec l'État ou des infrastructures et créer soi-même sa propre tournée, son propre partage des livres. Ou bien que l'État puisse apporter une sorte de financement ou d'aide pour ces élèves qui cherchent à se développer. Il y a également la construction des infrastructures. C'est vrai que, comme je l'ai dit, j'ai grandi en Belgique. Donc, là où j'ai vécu, chaque commune, presque même chaque quartier, avait sa propre librairie. Ici, à Kinshasa, c'est beaucoup moins le cas. Et forcément, c'est ce qui éloigne les élèves de cette quête de savoir. Vous savez, on dit qu'un peuple qui lit est un peuple qui apprend. Et un peuple qui apprend, c'est un peuple qu'on n'arrête pas. Alors, pour que notre peuple puisse se développer, il est important de lui permettre d'avoir l'accès à la lecture. Et pour ça, il faut construire des infrastructures. Il faut rajouter des bibliothèques, en rajouter dans les écoles, encourager les élèves comme les parents aussi, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Et ça fait le lien directement avec mon 3e point. Il faut que les mentalités changent.
Ah, également. le changement de mentalité, on en parle beaucoup. Dans une des classes que j'ai visitées, il y a une élève qui franchement elle m'a touché. En tout cas, c'est celle qui m'a le plus atteint personnellement. C'est une petite fille qui, lorsque je lui ai posé la question de qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard, elle m'a dit qu'elle aussi elle voulait être écrivaine, mais que ses parents la rabaissaient pour ça. Que personne l'encourageait et qu'on lui disait mais écrivaine, tu vas aller nulle part avec ça. À quoi ça sert? C'est pas un métier qui rapporte. Quand elle m'a parlé, elle avait des larmes aux yeux. Et j'ai été tellement touché parce que moi je suis quelqu'un d'assez empathique. De Donc, sensible, on peut le quand elle voir. m'a dit ça, franchement, ça m'a atteint. Et je l'ai encouragé. Je l'ai encouragé devant les élèves. Et j'aimerais faire plus. J'aimerais que notre pays puisse faire plus. J'aimerais que ses parents puissent faire plus. J'aimerais que quand un élève aille dire à ses parents qu'il a des rêves, que les mentalités s'élèvent, changent, et puisse se dire, OK, je vais t'accompagner, je vais t'aider. Surtout quand c'est un rêve aussi beau, quoi, être écrivain. Je dis ça forcément parce que c'est mon métier. Mais Agatha aussi parce Christie a changé, a bouleversé ton vie. Hein. Elle était Exactement. petite aussi. C'est ce qui m'a bercé moi dans mon enfance. Quand je vois d'autres qui sont freinés dans ça, je trouve ça franchement triste. Les mentalités doivent changer, l'État, les infrastructures. C'est ce qu'on essaye de faire petit à petit. C'est ce qu'on va faire. Et on espère qu'on va y arriver. Changement de mentalité aujourd'hui, voir une jeune femme, une jeune fille à l'école, c'est déjà un changement de mentalité. On a quitté d'un pas à un autre et c'est un large pas, un large sursaut que l'on a fait. Une jeune fille comme Sania Vechel à l'école qui bientôt va avoir son bac. Quels sont ses projets d'avenir? Est-ce qu'elle s'imagine femme au foyer, elle s'imagine femme active, elle s'imagine être les deux? Comment, lorsqu'elle voit, parce que tu l'as dit, élevée à la congolaise, on sait qu'aujourd'hui, de la même manière, aller à l'école est important, mais demain, après l'école, tout le monde va te regarder, surtout mamie, elle va te dire, il est où le fiancé, il est où le mari? Est-ce que cette pression-là, tu t'es déjà posé des questions par rapport à l'après ou ça va encore? Oui, je me suis posé beaucoup de questions, on va dire. Ce qui est sûr, c'est que femme au foyer, ce n'est pas pour moi. Je n'imagine même pas ça. Je conçois très mal beaucoup étudier, faire des efforts, avoir des diplômes pour finir à la maison. Éduquer les enfants aussi, c'est un boulot à temps plein qui exige des diplômes aussi. Hein. Oui, justement, mais malgré tout, Pas que ça. Oui, pas que ça. Pourquoi étudier pendant des années? Pourquoi étudier ce que l'on aime? Pourquoi est-ce qu'on doit abandonner nos rêves juste pour ça? Exactement. On peut le faire. Je pense que, je ne sais pas si vous êtes déjà mère, mais vous allez sûrement de deux pitbulls, hein, ils bougent mais de vous ne partout. travaillez pas. Vous Bien êtes sûr. journaliste pourtant, et vos enfants sont bien éduqués. Ça ne veut rien dire qu'une femme travaille. Ça ne veut pas dire que parce que l'on travaille, qu'on ne peut pas éduquer nos enfants. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Ma grand-mère, elle travaillait aussi. Mes oncles, mes tantes travaillent. Et pourtant, je suis très bien éduquée. Je peux en être très fière. Ça ne veut rien dire. Dans le futur, j'aimerais étudier la politique. La politique. Oui, me spécialiser En sont dans déjà les présidente des élèves relations politiques, c'est internationales. pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. J'aimerais me spécialiser dans les relations internationales. Je vais avouer, pas forcément parce que j'aime la politique, parce que depuis petite, ça m'a toujours dérangée, entendre les autres débattre sur qui a bien fait son travail, qui l'a mal fait. Et à chaque fois, comme je l'ai dit, c'était la même chose. Et moi, ce que je veux, c'est le changement. Si j'étudie la politique, non. Si j'ai choisi d'étudier la politique, c'est justement pour le changement. Parce que avec les bagages que j'ai, je sais que je peux changer les choses dans le futur. Parce que dans le futur, ce sera moi. Ce ne sera plus mon père, ce ne sera plus ma mère, ce ne sera plus ma grand-mère. On sent la bonne éducation, on sent la confiance en soi, on sent la détermination, on sent l'ambition dont parlait Élie tout à l'heure. Et on est tout simplement admiratif du fait que aucune limite, la jeunesse congolaise n'a aucune limite. Et aujourd'hui, lorsque l'on observe la sphère politique congolaise, on peut très bien constater le pourcentage assez très bas de la présence de la femme au sein des institutions. Face à nous, Lyle Mayele, qui demain va devenir ministre, peut-être présidente d'une association. Je suis obligée de dire Amen. Directrice d'une entreprise publique. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que l'État n'accompagne pas assez les jeunes femmes, les jeunes dames qui aimeraient briser la glace, changer des choses? On nous dit qu'ici, tu ne peux pas y aller parce que c'est la place des hommes et non la place des femmes. Je trouve que oui, parfois. C'est vrai que ce n'est pas souvent le cas. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est femme. Madame Judith Suminwa, oui. Très fière d'ailleurs. Une première. Une première. Par contre, je me dis qu'on ne devrait pas s'arrêter là. C'est super d'offrir des occasions, des opportunités aux femmes. Mais il y a aussi des jeunes, il y a des enfants. C'est ça que vous oubliez. Comme Élie l'a si bien dit, il y a tellement de talents cachés. Moi, j'en connais beaucoup au lycée qui écrivent, mais qui ont peur de s'affirmer. Non seulement en tant que femme, mais en tant que jeune.
justement. Et je pense que l'État devrait les accompagner dans Faire ça. plus confiance aux jeunes. Des jeunes comme Ellie, on devrait les chercher. J'ai eu à participer à beaucoup de concours organisés, notamment lors de la journée des livres. J'ai eu à participer à beaucoup de ce genre de concours. Par contre, ça s'arrête là. Et les jeunes qui écrivent, les jeunes écrivains... Donc, il faut qu'on mette en place des structures d'accompagnement assez bien assises pour pouvoir accompagner tous ces jeunes qui sont pétris de talent et qui aimeraient tout simplement les exprimer. Oui, Exactement. justement. Exactement, et bien, il là encore, hein. Tolobi français mingi. Ah oui, hein. Je vais vous aider, ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Oui. Alors, Banamboka, RDC, Banamboka Congo, bazo les mikolo nyonso, surtout na Goma, na Bukavu, na Masisi, na Calais, vous entendez parler souvent. Est-ce que Eli tango banaye koya Congo, o bandako suka kaka na Kinshasa to okenda ki pe bamboka intérieur? Alors, si vous le permettez, je pourrais répondre en français. Allez-y, moi je vais traduire, ça va. Je suis encore en train d'apprendre notre magnifique langue. Maman a encore beaucoup de boulot. C'est une langue que je dois apprendre, que je dois perfectionner. Mais tu as compris la question en lingala. Perfectionner à peu près. En tout cas, vous allez me guider pendant ma réponse. Vis-à-vis de ces enfants qui souffrent partout, en tout cas, comme vous en avez parlé à Goma, par exemple, ici à l'est du Congo, situation qui nous touche tous ici présents. Personnellement, je me sens responsable. Comment? Évidemment, ce n'est pas moi qui suis allé leur créer des problèmes dans leur vie. Mais je m'en sens responsable parce que ce sont mes frères et sœurs. Ce sont mes petits frères, mes petites sœurs, peut-être mes grands frères et mes grandes sœurs qui sont en train de souffrir. Et je sais que ça a l'air ça peut paraître même un peu hypocrite de dire ça, tandis que moi je suis ici sur un plateau TV, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aider les gens autour de moi, j'ai envie d'aider mes frères et sœurs qui souffrent partout. Tu as envie de distribuer des livres comme ça dans des écoles qui sont pas en proie à l'insécurité, parce qu'aujourd'hui, plusieurs sont obligés de rester à la maison, de se terrer parce qu'il y a l'insécurité. Ils peuvent même pas fréquenter les établissements scolaires. Mais j'ai envie de faire bien plus que simplement distribuer des livres. J'ai envie de construire des écoles, construire des infrastructures qui pourraient aider notre pays. Comme vous l'avez très bien dit, ici à côté de moi, on a peut-être Amen, Madame la Ministre. Oui, hein, des affaires étrangères. L'objectif est de changer les choses, en fait. Et c'est un objectif que nous allons atteindre, coûte que coûte, et quoi qu'il arrive, Dieu voulant, évidemment. C'est un objectif qui a une mission, en fait, aujourd'hui, qui est de changer les choses pour le Congolais, pour que le Congolais de demain ne doive pas souffrir comme ça. Souvent, on voit ça à travers des vidéos. On voit à travers des vidéos les gens qui souffrent. Déjà que ça nous fait déjà mal au cœur à travers un téléphone, alors je vous laisse imaginer ce que ça fait quand on se retrouve face à face avec ça. Ça nous détruit, ça détruit une personne. Et je pense que c'est important pour chacun de se sensibiliser. C'est une douleur qui est réelle. Certes, ici, on est à Kinshasa, donc on n'est pas directement à l'est du pays, confronté aux horreurs qui sont en train de se passer. Parce que c'est ni plus ni moins qu'un génocide, ce qui est en train de se passer. Mais on est tous concernés. On entend tout ce qui se passe et on veut tous aider d'une manière ou d'une autre. Et ce que je dirais, et c'est en tout cas la mentalité qui m'a aidé à écrire mes livres quand j'étais jeune, c'est d'arrêter de se dire qu'on attend. Ça y est, à chaque fois qu'on attend, des gens souffrent. On perd du temps, on perd des gens. C'est pas juste des chiffres. Ce sont des prénoms, des visages, des rêves qui s'évanouissent dans la nature. Des familles brisées. Des familles brisées qui s'évanouissent dans la nature parce qu'on a pris le temps d'attendre. Il est temps de passer à l'action. On dit, levez-vous Congolais. C'est le moment. Congolais Téléma. Là, tu as compris le slogan qui a été lancé comme ça. On termine, je vous avais dit, le temps, ça sera notre principal obstacle. 30 minutes se sont déjà écoulées. Face à moi, une jeune femme, une jeune fille congolaise, à l'est de notre pays. Ah, pas ni yon pose aux questions en français. Il faut naquer na lingala. C'est pas comme si na le waka lingala te après tout. Lingala ngoboye. Oui, et t'es un petit mais ça va, on se débrouille. Alors, Sanya, na est papa Patrick na lingala. Nangambo ya Goma, bana basi ebele ya bana basi ebele mingi, bazali penza victime. Bazali ko souffrir surtout na banzoto na bango par rapport ya guerre ezali koleka. Liboso na biso toza na Sanya Vechel, mwana mwasi congolaise oyo azapé d'une certaine manière concernée par likambo wana. Eloko nini okoki koloba na baninga na yo, bandeko na yo ya basi o ba subir ba atrocité wana, et puis eloko nini okoki koloba na ba oyo nanu ba subir te lokola yo pe na ba kondi ya mboka pour que ba violence wana ekomi na ngonga oyo il faut ici là.
Alors, je vais aussi vous demander la permission de En répondre tout cas, en français. en lingala, en langue nationale, vous avez 0. Hein. Vous avez beau être mayele, beau être écrivain, mais en langue nationale, sachez-le, vous avez vraiment 0. Bon, mais allez-y. Après tout, on apprend. On apprend. Moi, je suis sur l'anglais, je vous dis, je chôme. Hein. Justement. Et alors que dans notre cas, on peut faire ça en anglais, mais on apprend, on n'a pas fini d'apprendre. Et lingala nangai, ça peut m'abaisser, mais tous les mots en lingala, on maîtrise pas encore. Oui, on maîtrise pas encore. On va éviter ça pour l'instant. Alors, en tant que jeune fille, oui, je me sens personnellement touchée parce que vous savez, moi, j'ai la grâce d'avoir une belle famille, de rencontrer de belles personnes. J'ai bien grandi, j'ai pas connu tout ça, mais j'ai eu des proches qui ont connu tout ça. En tant que présidente au lycée, on a reçu des élèves qui venaient de l'Est et qui m'ont raconté leur histoire. J'en ai une qui est devenue une amie aussi, qui m'a raconté son histoire. Et ça m'a profondément touchée. Je ne m'imagine pas être à leur place. Je n'imagine pas subir tout ça, voir peut-être mes parents, mes amis mourir. Je n'imagine pas voir mon corps être utilisé. Et ça me touche. J'aimerais tellement faire pour eux, j'aimerais être à leur place, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est prier, espérer et surtout crier au gouvernement de travailler, de faire quelque chose. Surtout que les principaux victimes, ce sont des enfants parce que eux, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à naître au Congo, ils n'ont pas demandé à être congolais. Ils sont victimes, eux aussi, des affres de la guerre. Ils sont victimes des disputes de leurs parents. Et moi, en tant que jeune fille, en tant que mineure, en tant qu'enfant, quand je vois ça, ça me désole parce que j'ai eu à suivre des reportages, j'ai eu à écouter des témoignages directs et parfois indirects et ça me brise le cœur. Donc il est temps que cela soit terminé. Oui. On est sur la bonne voie. Il y a une déclaration conjointe qui a été signée entre les deux États. On espère que les animateurs qui sont engagés directement sur cette question pourront nous proposer une sortie de crise assez costaud. Et on espère donc le retour de la paix à l'est de notre pays notamment est vivement attendu. On chute déjà lors de cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant de finir, vous aurez tous les deux chacun un mot de la fin. Je commence par toi. On va terminer par la dame. Élie, tu l'as si bien dit lorsque tu nous partageais ton expérience que derrière, quand même, toi, tu as eu la chance d'être accompagnée par ta famille, par les autres membres, surtout dans l'équipe qui t'a fortement accompagnée pour la publication de tes livres. Je rappelle que Forêt Noire a été donc publié aux éditions Percé. Donc c'est ça, en 2014, c'est ça? En 2014, donc déjà 14 ans, tu as pu sortir un livre qui, je vais faire vite, c'est presque, j'avais vu, hein, c'est plus d'une centaine de pages, je pense que c'est 200 pages. C'est possible, on ne peut pas dire que c'est possible lorsqu'on fait que ses études à l'extérieur du pays. C'est possible aussi pour ceux qui ont eu un cursus ici, à l'école. Tu as entendu parler de la gratuité de l'enseignement? Pardon? Tu as entendu parler de la gratuité de l'enseignement? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Alors, je pense que la gratuité des enseignements, avant d'être une initiative, doit devenir une obligation. Ça doit devenir quelque chose d'évident. Ça ne doit pas être un projet. Ça doit être une réalité. Déjà que c'est réel, alors sur place, toi qui le vis, parce que Élie est plus à l'extérieur, toi qui le vis, est-ce que ça a eu un bouleversement positif ou négatif au sein de ton établissement particulièrement? Je dirais les deux. Maintenant, ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens, les enfants qui malheureusement ne pouvaient pas se permettre d'aller sur le banc de l'école, peuvent le faire. Mais d'une certaine manière, ça atteint aussi les profs. Parce que vous savez, les paiements au Congo, c'est difficile, c'est compliqué. Le personnel enseignant. Oui, après tout, le lycée, comme je l'ai dit, c'est pas une petite école. Tout le monde veut inscrire sa fille au lycée et on se retrouve dans une classe. L'école est submergée. Oui, avec 70 élèves, 80, dans 68, une salle de classe. Dans une même salle. Et déjà que ça donne beaucoup plus de travail aux profs, mais pour un salaire que je vais éviter d'utiliser le mot misérable, mais je pense que c'est pas assez puissant. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une belle initiative, ça devrait continuer. Mais pensez aux profs, pensez aux conséquences. Donc, qui devraient être améliorées. Oui, normalement. Pensez à payer ces personnes qui souffrent quand même. Gérer 78 élèves dans une même salle, c'est quand même compliqué. Parce qu'après, il y en a d'autres qui comprennent pas trop bien, il y a ceux qui dérangent. Il faut revenir de temps en temps. Tout ça, je pense que c'est une
bonne chose, c'est une belle initiative, mais il faudra essayer d'aller plus loin. Pour améliorer les choses, pensons plus aux professeurs, pas seulement, on va dire à tout le corps personnel. Et à construire des nouveaux établissements, Oui, des à nouvelles nouveau. infrastructures. Oui. Voilà. Pour éviter un petit peu le surménage, pour étudier dans de meilleures conditions. Vous l'avez compris tout au long de l'émission, on était un peu dans ce qui se passe ailleurs et dans ce qui se passe ici. Donc, on a fusionné les deux réalités. Et on termine avec toi, bien évidemment, Eli. Eli Badibanga, c'est le fils cadet de Monsieur Sami Badibanga, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Est-ce que, dans l'avenir, Eli pense un jour faire de la politique, être sur les pas de son père? Alors, comme on dit, Dieu seul sait. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, une chose est claire, c'est que je tiens beaucoup. C'est une chose qui me tient à cœur. C'est une mission d'aider le peuple congolais, d'aider mes frères et sœurs. Donc, comme mot de la fin, je dirais qu'en tout cas, avec Salia, on forme une belle équipe et on arrive. Une chose est sûre, on arrive. Moi et ma consoeur derrière, on va vous accompagner. Ça, c'est sûr. Avec grand plaisir. Et des remerciements à faire, un merci à dire, un signe de reconnaissance vis-à-ि de quelqu'un? Je remercie déjà toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont pris leur temps de venir nous écouter. Je remercie celles et ceux qui m'ont accompagné, mes frères et sœurs, qui sont toujours là à mes côtés, mon papa aussi, ma maman, qui m'ont beaucoup soutenu, le président également, sans qui ma campagne de partage de livres n'aurait jamais pu être possible, Sania, qui m'a accompagné aujourd'hui. Je remercie vous aussi, Madame Merveille. C'est un véritable plaisir d'avoir fait votre rencontre aujourd'hui. Je suis très content d'avoir pu parler ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, c'était un plaisir partagé. Je me tourne vers Lille Mayele. Toi, je te trouverai un prénom ou un surnom tout à l'heure, ça viendra. Lille Mayele. D'une certaine manière, tu l'as pris sportivement et très bien, ça me fait plaisir. Merci. Un mot de la fin. Est-ce que, en tant que jeune femme congolaise, les ambitions, on l'a senti, tu l'as. Et félicitations à toi et surtout bon vent. Hein, les ambitions les projets sont appelés à être réalisés. Un mot de la fin. Oui, tout d'abord, j'aimerais encourager les jeunes filles. Comme je l'ai dit, je ne suis pas la plus intelligente. Il y en a des qui le sont beaucoup plus que moi. Il y en a des qui sont beaucoup plus capables que moi. Il y en a des qui ont des meilleurs projets que moi. Ce qui leur manque, c'est le courage. Affrontez-le. Moi, aujourd'hui, je ne pensais pas être Lille Mayele, mais je le suis. Et je pense qu'elles aussi peuvent le faire. J'encourage mes sœurs, que ce soit mes grandes sœurs ou mes petites sœurs congolaises, à sortir de l'avant, à sortir en tant que jeune femme. Il est temps de changer les choses. Il est temps de s'affirmer en tant que jeune femme, en tant que jeune congolaise. Et je les encourage. À part ça, j'aimerais beaucoup remercier, on va commencer par Dieu, parce qu'il m'a fait la grâce d'être là. Je n'aurais rien pu faire sans lui. Je prie beaucoup. J'ai eu la grâce, encore une fois, d'atterrir dans une bonne église, un pacte saint-chrétien, pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que ma vie a l'air d'intéresser les internautes. Merci beaucoup encore. J'ai atterri dans une bonne église, j'ai eu des valeurs, j'ai atterri dans une bonne famille aussi, d'où j'aimerais les remercier parce qu'ils m'ont toujours accompagnée. Vous savez, j'ai grandi avec ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, et chacun a différentes personnalités, entre les tantes très douces et d'autres un petit peu plus rudes. Mais principalement ma grand-mère qui a toujours été là pour moi, qui m'a toujours accompagnée partout. Elle, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est ma maman, voilà. Je l'aime beaucoup, elle m'aime beaucoup, toujours là pour me soutenir. C'est vrai qu'après, elle est congolaise, la brutalité, ça manque pas. Mais très douce, même brutale, je la remercie, elle m'a tout appris, elle m'a beaucoup appris. Je m'inspire d'elle, c'est quelqu'un de très inspirant et surtout, elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Elle a toujours été là pour moi. Et à la sœur aussi? Oui, à la sœur pour le lycée, de comment elle gère bien, de comment elle nous a aussi beaucoup encouragés. À la sœur Godelive et à la sœur Joséphine, donc préfet du lycée Sacré-Cœur et lycée Bossangani. Merci à vous, chères sœurs. Et aussi à mes professeurs qui m'ont formée. Merci beaucoup. Vous avez fait de moi celle que je suis aujourd'hui, en tout cas. Je pense que si j'avais pas été au lycée, je pense pas que je serais devenue celle que je suis aujourd'hui. Le lycée m'a formée, mes profs m'ont formée, ma famille m'a accompagnée, mes sœurs aussi, mes amis m'ont accompagnée et aujourd'hui je suis encore accompagnée. J'ai cette grâce-là. Merci à tout le monde, franchement. Même les internautes qui m'accompagnent encore, comme je l'ai dit, beaucoup de messages d'encouragement. Je suis tellement ravie, je ne pensais pas être
autant aimé, sachez que je vous aime aussi. Et comme je l'ai dit, je vous porte dans mes prières chaque soir. Merci pour vos critiques, merci pour vos remarques. Et surtout, merci d'être là pour moi. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. C'était un très bel entretien exclusif. J'espère que le fait d'être venu ici aujourd'hui sera donc porteur d'innovation, porteur de motivation pour ceux qui vous ont suivis. À vous, Madame, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi Univers Télévision, d'avoir suivi ce nouvel épisode d'entretien exclusif. Vous l'avez vu, les rêves plein la tête des jeunes. La jeunesse congolaise est une jeunesse qui peut impacter, qui peut bouger les lignes. La jeunesse congolaise n'est pas une jeunesse victime. Et nous espérons qu'à travers cet entretien exclusif que nous avons eu avec Elie Badibanga et Sania Véchel, cela a été encore une fois de plus, tout simplement, comme je pouvais le dire, une fois de plus, quelque chose qui a pu marquer vos esprits. Nous espérons que vous resterez fidèles au programme de Univers Télévision. Vous le savez, c'est la chaîne qui place l'information au service du peuple. Je n'atterris pas sans pour autant remercier toute la grande équipe rédactionnelle et la grande équipe technique qui nous a accompagnés durant cette émission. Le prochain rendez-vous est pris dans les prochaines semaines et ce sera toujours avec le même plaisir. Au revoir.